Yaorana, Aranga et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important qui touche de nombreux ménages en Polynésie française, les crédits et l'endettement. Comment obtenir un crédit? Quels sont les risques d'endettement excessif? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous recevons Fabrice Dufresne, directeur de l'IOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer, et Jamila Drakni, directrice du développement commercial de la Banque de Tahiti. Yarana. Bonjour. Et de l'autre côté de la table, nous avons Tilda Harihoe, commissaire au surendettement et présidente du CIDFF, et Sandrine Noalou, juriste au CIDFF, à savoir le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Yarana. On commence avec Fabrice. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de l'IOM dans le système financier de Polynésie française et comment il contribue à gérer les crédits et l'endettement? Alors, l'Institut d'émission d'Outre-mer est la banque centrale des 3 territoires du Pacifique. Et pour simplifier, en fait, nous exerçons les mêmes missions que celles de la Banque de France dans l'Hexagone. À savoir? En matière de crédit notamment, nous assurons, en fait, nous mettons à la disposition des 3 banques de la place des liquidités à un taux relativement modéré, de façon à ce que les 3 banques puissent prêter à l'ensemble des agents économiques. Alors, on parle de crédit justement, Jamila. Quels sont les différents types de crédits proposés aux Polynésiens? Alors, il y a des crédits. Les crédits dépendent en fait de la catégorie du client. C'est-à-dire, on a des crédits aux particuliers, aux consommateurs, à l'individu, et des crédits aux entreprises. Et donc, suivant la catégorie du client, les crédits devront respecter certaines réglementations. Pour le consommateur lambda, on va dire le particulier, on propose des crédits à la consommation ou du crédit à l'habitat pour l'investissement immobilier. Donc voilà, il y a énormément de crédits, comme tu viens de dire, crédit à l'habitat, crédit de consommation, crédit... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de crédits qu'il y a encore en Polynésie? Oui, on peut faire par exemple un prêt étudiant, on en parlera peut-être après. On a également des crédits, ce qu'on appelle sur le crédit consommation, on a du crédit affecté ou non affecté. Un crédit consommation, c'est un client qui va demander une certaine somme d'argent dont il va pouvoir bénéficier via un prêt. Et un crédit affecté, ça serait par exemple pour l'acquisition d'un véhicule. En fait, la banque va prendre potentiellement une garantie sur les véhicules, sur le bien. Donc, on fait un crédit avec un but réel, c'est-à-dire l'acquisition du véhicule. Sinon, c'est un crédit consommation, un crédit de trésorerie. On donne de l'argent, on prête de l'argent au client. C'était un peu la question que j'allais te poser. Au final, tu viens d'y répondre. C'était à quoi servent ces crédits? Tout dépend du titre, donc logement, habitation, véhicule, etc. Mais ça permet de faciliter l'accès à ces demandes aux consommateurs? C'est ça. C'est-à-dire que les banques prêtent de l'argent moyennant un remboursement dans le temps avec des intérêts, mais le consommateur, lui, bénéficie du bien ou du service immédiatement. Il peut l'acheter et l'acquérir immédiatement. Tilda, on parle de crédit actuellement, mais on parle aussi d'endettement. C'est quoi l'endettement? Alors, en gros, l'endettement, on peut tous s'endetter en fin de mois parce qu'on a juste ce qu'il faut. Alors que le surendettement, c'est quand même être dans une position pendant plusieurs temps de ne pas plus pouvoir rembourser tous ces crédits. Sandrine, et comment est-ce qu'on arrive dans ces situations de surendettement? Alors, le surendettement, ça peut arriver à tout le monde. Souvent, c'est un accident de la vie, comme on peut le dire. On est en couple et une des personnes décède ou on perd son emploi, ou on se sépare, il peut y avoir une difficulté qui arrive dans la vie d'une famille et finalement on se retrouve à ne plus pouvoir assumer les dettes ou les dépenses de la vie courante. Alors, la prochaine question, c'est que faire pour éviter le surendettement? Alors, dans les exemples que tu nous as cités, c'est sûr qu'on ne pourra pas forcément prévoir une séparation ou le décès de son compagnon, mais est-ce qu'il y a des astuces pour éviter d'être surendetté? Alors, déjà, pour éviter l'endettement classique, c'est essayer de maîtriser son budget familial, de savoir est-ce qu'on a la capacité ou pas financière d'assumer par exemple un prêt pour une voiture, etc. Ou est-ce que c'est mieux de faire un crédit pour l'acheter ou éventuellement de louer un véhicule quand on a besoin en fait. On peut, sur ce sujet-là, voir quelle est la meilleure des solutions pour une famille. Donc ça évite éventuellement de s'endetter. Est-ce qu'il y a des règles, Fabrice, qui encadrent l'octroi de crédit et les taux d'intérêt en Polynésie française? Alors, il y a une précision préalable, c'est qu'un crédit doit être remboursé. Donc, c'est pour cela que le prêteur, donc la banque, doit être en mesure d'apprécier
la capacité d'une personne, physique ou morale, à rembourser ce crédit. Donc il y a plusieurs indicateurs et puis plusieurs règles. Donc parmi celles-ci, il y a la durée du crédit. Il ne faut pas faire un crédit trop long. Donc en général, notamment sur le crédit immobilier, il est limité à 25 ans. Il y a aussi une règle de taux d'endettement, ou plus précisément le taux d'effort. Il faut que le taux d'effort ne dépasse pas 35%. Ça, c'est une règle donc, que les banques doivent respecter. Des revenus Par rapport ménage. aux revenus, là, entre la charge d'endettement et l'ensemble des revenus. Et puis, il y a aussi une obligation pour la banque d'interroger le fichier des incidents de crédit aux particuliers. C'est le fichier qui est géré par la Banque de France qui recense l'ensemble des impayés de crédit à la consommation et sur les crédits immobiliers des particuliers. Donc ça évite de se retrouver face à des personnes qui ont déjà eu des difficultés à payer un crédit, par exemple? Tout à fait. Alors après, il y a aussi ce que disait Sandrine tout à l'heure, il y a des accidents de la vie qui peuvent arriver à tout le monde. Donc c'est lié notamment à une maladie, un divorce, une séparation ou un décès. Et donc là, on se trouve en fait sans revenu. Donc on n'est plus en capacité de pouvoir rembourser le crédit. Et à ce moment-là, on peut être en situation de surendettement. Si on parle de crédit, Jamila, est-ce qu'il y a des obligations, des responsabilités pour les personnes qui réalisent un crédit ou finalement, si je fais un crédit, moi, je peux acheter n'importe quoi avec? Alors, pas forcément, mais déjà, il y a tout un process dans la demande du crédit. Quand un client va à sa banque pour demander à évaluer justement sa capacité d'endettement. Donc, la capacité d'endettement, la banque va prendre toutes les charges du client actuel, les charges des crédits qu'il rembourse déjà, et il va faire le calcul du taux d'effort ou du taux d'endettement par rapport aux revenus qu'il déclare ou qu'il perçoit sur ses comptes. Donc, en fonction de ce taux d'endettement et du reste à vivre, parce qu'on calcule également une autre norme qui s'appelle le reste à vivre, là, c'est les revenus moins les charges, les banques sont en capacité de proposer un certain montant de crédit. Donc, le crédit, comme on l'a dit précédemment, si c'est pour un besoin de trésorerie, en effet, on pourra te proposer un crédit consommation d'un certain montant sur une durée bien précise. Les crédits consommation, contrairement aux crédits habitat qui sont sur 25 ans, ils sont limités entre 5 et 7 ans grand maximum pour les rembourser. Donc, si je comprends bien, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que les particuliers aient de quoi vivre. C'est le reste à vivre dont tu parlais. Oui, tout à fait. Et quel est le processus? Soyons pragmatiques. Je veux faire un crédit, que ce soit immobilier ou de consommation. Je veux faire un crédit. Quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que je dois aller chercher des documents dans les différentes, à l'IOM par exemple, ou ailleurs? Alors, pas pour un crédit consommation ou pour un crédit consommation classique, le client vient à sa banque, fait son analyse avec son chargé. Et donc là, on va regarder les revenus et toutes les charges qu'il a. Si, par exemple, il paye une pension ou s'il a des charges de loyer, le chargé va demander des justificatifs de ses charges, comme il peut demander des justificatifs des revenus. Les bulletins de salaire. Pour un patenté, ça serait, par exemple, la dernière déclaration de chiffre d'affaires. En fait, on cherche à justifier l'ensemble de la déclaration du client pour pouvoir calculer les bonnes normes. Fabrice, quels sont les éléments clés à prendre en compte pour déterminer la capacité d'emprunt d'une personne ou d'une famille? Ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, on calcule le taux d'effort, donc on regarde l'ensemble des revenus, on regarde l'ensemble des dépenses, et puis on apprécie le montant maximum que l'on peut délivrer en faveur d'un client. Si on prend l'exemple, par exemple, de j'ai un loyer, mais on est 10 à la maison et on est 10 à payer ce loyer, c'est pris en compte aussi, c'est divisé ou on parle que des charges qui m'appartiennent à moi en tant que créditeur? Alors, quand on examine un crédit, on prend l'emprunteur et puis parfois le co-emprunteur. Ça peut être aussi un couple qui peut être solidaire donc, pour pouvoir emprunter. Donc, bien entendu, on prend dans le budget en compte l'ensemble des personnes à charge. Que l'on a sous son domicile. Et donc ça, c'est pris en considération, notamment en termes des charges. Il y a un élément aussi important aussi qu'il faut signaler dans les règles, c'est que les banques sont tenues de plafonner leur taux de crédit, donc qui est variable selon la nature, soit le crédit à consommation ou le crédit immobilier. Donc il y a un taux maximum que les banques ne doivent pas dépasser. Jamila, juste avant, tu parlais des patentés. Oui. Une question un petit peu compliquée, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des particularités de crédit par rapport aux patentés? Alors, le patenté, c'est un peu un client particulier
qui a une entreprise à son compte. Donc, il ne va pas bénéficier des taux ou du process que l'on affecte aux entreprises. Il sera considéré comme un particulier, mais pour le calcul de ses revenus, il faudra amener un peu plus de documentation, notamment, par exemple, la déclaration de chiffre d'affaires, les déclarations à la CPS sur les revenus familiaux. C'est-à-dire qu'on va chercher à connaître l'ensemble de la capacité du patenté à rembourser en fonction de ce qu'il déclare gagner. Voilà. Et puis, je voulais juste revenir sur les taux. C'est vrai que les taux sont, préplafonnés, réglementés, mais sur la partie consommateur, donc particulier. Donc, on ne peut pas dépasser un certain taux d'usure, qui est globalement la moyenne des 3 derniers mois des taux effectifs pratiqués sur l'Hexagone. Donc, nous, on applique les taux d'usure métropolitains à Tahiti. Et ça permet en fait d'éviter d'avoir une flambée de hausse des taux pour les consommateurs. Même si dernièrement, il y a eu une petite remontée des taux, mais c'est quand même toujours très régulé et plafonné. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne peut pas rembourser son crédit, Tilda? Alors, je voulais juste aussi rajouter que lorsqu'on fait toutes ces déclarations auprès de son chargé de compte, il faut être très exhaustif, je vais dire, quelque part. Parce que si on cache qu'on a un loyer alors qu'on va devoir sortir les fonds, ou même réellement, lorsqu'on cache qu'on a des ventes à tempérament qui ne rentrent pas, qui ne sont pas visibles, on va dire, sur le compte, là aussi, je dis, il faut être transparent. Il faut dire tout ce qu'on doit, déjà, pour qu'on puisse calculer les 35% et le reste à vivre. Et ça va dans les deux sens, je suppose. Oui, et alors c'est pour ça qu'après, on a aussi des soucis. Parce qu'on va calculer les 35% à la banque, mais à côté de ça, dans le reste à vivre, ils ont encore des charges. Donc, du coup, le reste à vivre, maigrit. Hein, voilà. Donc, par rapport à ça, donc, dès qu'ils ne peuvent plus payer pendant un certain... Savoir si c'est juste un mois et qu'ils peuvent se retourner. Mais quand c'est durable, il vaut mieux constituer... Alors, on peut d'abord, premièrement, se rapprocher de son chargé de compte. Avec cette personne, ils peuvent toujours décider soit de reporter un crédit ou d'allonger le crédit, par exemple. Bon, beaucoup aussi recourent à des consolidations de prêts. Mais quand même, il faudrait... C'est la première étape pour moi. La deuxième étape, quand vraiment on n'arrive plus à trouver de solution, c'est de créer, de devenir... alors, soit auprès... Alors, nous avons ou la DSFE, qui met en place une personne qui peut vous recevoir, une assistante sociale peut recevoir la personne pour expliquer un dossier de surendettement ou au CIDFF. Donc ça, c'est les différentes possibilités en cas de non-remboursement d'un crédit alors. Au cas où, mais maintenant, il y a aussi, nous regardons aussi que le crédit ne soit pas ce qu'on appelle du crédit actif, c'est-à-dire qu'on va volontairement aller chercher une voiture et on va vite courir pour monter un dossier de surendettement. Là, on regarde le délai. On essaie de voir quand même que la personne ait dépassé au moins plus d'1 an de crédit déjà. Hein. Voilà, il faut nous, on est un peu perspicace là-dessus. On essaie de voir un peu qu'il n'y ait pas de fraude à ce niveau. Sandrine, est-ce qu'il y a des conséquences et des risques juridiques si jamais je ne peux pas payer mon crédit, je ne peux pas rembourser mon crédit? Mais s'il n'y a pas d'arrangement auprès du chargé de compte, comme l'a dit Tilda, un réaménagement ou un report d'échéance et qu'on n'arrive toujours pas à payer et que les personnes ne connaissent pas les modalités du surendettement, souvent les banques saisissent le tribunal civil pour pouvoir avoir une décision de justice pour récupérer les sommes qui sont dues. Alors, donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, rien n'est ancré dans le marbre. C'est-à-dire que si je ne peux pas rembourser un crédit, je peux toujours essayer d'aller voir avec mes banques, me rapprocher de mes chargés de compte pour essayer d'avoir des arrangements. Oui, c'est ça. Parce que la banque, elle donne, mais avec une garantie. Donc, la garantie, ça va être, si c'est un montant important, mettra une hypothèque, des choses comme ça. Donc, il y a une discussion, en tout cas, à avoir avec son chargé de compte. Jamila, quel est ton regard justement sur ce qu'elle vient de dire? En premier lieu, quand on a des difficultés, il faut aller voir son chargé de compte. Le chargé de compte, il est là pour connaître parfaitement la vie du client et pouvoir l'aider dans les moments difficiles et l'accompagner dans les moments heureux. On est là pour l'acquisition du bien immobilier, mais on sera là également dans des situations difficiles
en espérant ne pas avoir à aller jusqu'à la commission de surendettement. Et après, comme disait Tilda, c'est une question également de confiance et de savoir donner toutes les informations. Et c'est pour ça que le chargé réclame beaucoup d'informations lors d'un montage de dossier. Il ne faut pas s'étonner, par exemple, sur un crédit habitat, on va également demander tout ce qui est devis, compromis de vente, contrat de réservation. On demande énormément d'informations pour pouvoir baquer au maximum le crédit et le prêt qui devrait être remboursé. Quand on parle d'un crédit relais, pardon, ça fait partie des possibilités aussi suite à un crédit dit normal, on va dire. Alors, un crédit relais, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que le client va demander une somme d'argent qu'il va rembourser à échéance de ce crédit. Les crédits relais, habituellement, ça va être d'une durée maximale de 2 ans. Et en France, en tout cas, ils l'utilisent dans le cas d'une vente prévue d'un bien et d'une acquisition immédiate d'un nouveau bien. C'est-à-dire, je suis propriétaire de ma maison, je veux acheter un autre bien et je vais mettre en vente ma maison actuelle. Pour pouvoir acheter le bien, le nouveau bien, j'ai besoin de fonds. Je passe par un crédit relais sur lequel habituellement, je ne rembourse pas le crédit en lui-même, je vais juste rembourser des intérêts. C'est-à-dire qu'un prêt, en fait, ça se monte, le remboursement d'une échéance de crédit, c'est de l'amortissement du capital demandé avec les intérêts que la banque réclame. Là, il va payer que la partie intérêt, le temps de la vente de son bien, qui va permettre de rembourser le capital du prêt relais. C'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'ici, sur le territoire, on n'en fait pas régulièrement sur les consommateurs, les clients particuliers. Justement, Fabrice, cette histoire d'intérêt, c'est toujours un petit peu flou pour les consommateurs. Est-ce qu'on pourrait le simplifier? Simplifier, le taux d'intérêt, c'est quand même important, hein. C'est la rémunération en fait du prêt que la banque fait à une entreprise, un patenté ou un particulier. Alors sur les déterminants des taux d'intérêt, en fait, il résulte de plusieurs facteurs, hein, notamment sur le risque de la personne à qui on prête, les conditions d'exercice, d'exploitation de la banque, hein. Et puis le coût de la ressource, hein, que l'on alloue pour délivrer ce crédit, et notamment le taux de refinancement que les banques obtiennent auprès de l'IOM. Donc il y a tout un ensemble de facteurs. Donc ce taux actuellement, donc nous on calcule en fait des taux moyens pondérés chaque trimestre, hein, qui donnent une information à l'ensemble du public de manière à pouvoir se positionner par rapport au marché. Donc juste un chiffre, hein, actuellement on est à 3,4% de taux moyen pondéré sur le crédit immobilier et un peu plus de 6% sur le crédit à la consommation. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas de comparatif, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Alors juste une remarque, c'est que effectivement depuis la hausse des taux directeurs, je rappelle que la hausse des taux directeurs, elle résulte d'un combat contre l'inflation. Donc là on est revenu sur une inflation relativement limitée. Donc on s'attend dans les prochains mois à une baisse des taux directeurs et donc une baisse des coûts du crédit. Donc c'est vrai qu'ils ont progressé depuis juillet 2022, mais en Polynésie française, en taux moyen pondéré, on a des taux légèrement inférieurs à ceux qui sont pratiqués en Nouvelle-Calédonie et même dans l'Hexagone. Sandrine, quand tu as tes séances de juriste au CIDFF, quels sont les questionnements du public, des Polynésiens? Est-ce que justement cette question autour des taux d'intérêt revient? Très peu, parce que souvent, ils viennent pas nous voir avant de contracter des crédits. D'accord. Donc, ils passent directement avec leur chargé de compte. Ils viennent souvent quand ils rencontrent une problématique liée au fait qu'ils n'arrivent plus à prendre en charge leur crédit. Et souvent, dans cette... Nous, on arrive vraiment en fin de dispositif. Justement, quels sont les droits des emprunteurs en cas de litige ou de problème avec un crédit? On a parlé des responsabilités tout à l'heure, mais ils ont aussi des droits. Ils ont, en fait, déjà, souvent on leur demande de venir avec les clauses du contrat, hein, donc pour savoir en fait si chaque partie, hein, aussi bien la banque, l'emprunteur et le co-emprunteur ont respecté les clauses du contrat. Et faire application des clauses. Et si vraiment ils sont en grande difficulté, on va les orienter pour faire un dossier de surendettement. D'accord. Qui est vraiment un dispositif de protection du consommateur. Tilda?
Oui, alors pour moi, en regardant justement le rapport de l'IOM de 2022, je me rends compte que les personnes qui ont été en difficulté, euh, qui ont constitué un dossier de surendettement, il y avait 63% quand même qui sont dans des situations non bancaires. Ils n'avaient pas C'est-à-dire. de la vie courante, Mhm. la vie courante ou de vente à tempérament, des choses comme ça. Alors que 27, du coup, 27% concernaient des dettes plutôt bancaires, à peu près. Oui, Fabrice, tu veux réagir? Et juste une précision, alors il faut bien expliquer que la procédure de surendettement, elle inclut en fait les difficultés ou l'impossibilité de rembourser l'ensemble de ces dettes. C'est pas uniquement bancaire, hein. Ce sont peut être des dettes de logement, des dettes de la vie courante, comme on dit, comme le téléphone, l'électricité et toutes les charges courantes. Et donc c'est vrai que Tilda a raison. On observe de plus en plus de personnes, notamment, qui sont surendettées, donc pas forcément liées à la charge de remboursement bancaire, mais également souvent sur le logement, notamment. Et pour éviter d'en arriver là, est-ce qu'il y a des recommandations de l'IOM? Alors, les recommandations, en fait, nous, l'IOM, nous assurons le secrétariat de la commission de surendettement. Mhm. La présidence, elle est assurée par le pays, hein, représentée par la direction générale des affaires économiques. Donc, nous, notre travail, bien entendu, c'est d'informer, d'accueillir l'ensemble des personnes et puis de proposer des solutions à la commission de surendettement. Donc, juste un chiffre, c'est que l'ensemble des propositions, donc, elle se traduit dans 3/4 des cas par un effacement total ou partiel des dettes, puisque Tilda en parlait tout à l'heure, donc on a des personnes qu'on rencontre avec des très faibles, voire des capacités de remboursement nulles, voire Mm. négatives. Donc la seule solution, c'est l'effacement des dettes, malheureusement. En contrepartie, dès lors qu'il y a un effacement des dettes, il ne faut pas oublier que la personne elle sera fichée au fichier des incidents de crédit particulier dont on a parlé tout à l'heure, mais l'impossibilité pendant une durée minimale de 5 ans de pouvoir contracter en fait des nouveaux crédits. Ça, c'est important de le rappeler. Donc il y a une grande conséquence si jamais on arrive dans ces dossiers de surendettement. Alors, c'est donner une seconde chance, hein, notamment puisque 90% des surendettés relèvent plutôt d'accidents de la vie, hein, qui peuvent arriver à n'importe qui. Donc, c'est de redonner une nouvelle chance à un particulier, mais pendant cette période, donc, elle ne pourra plus s'endetter. Est-ce que, Tilda, tu aurais un conseil pour ceux et celles qui vont contracter un crédit pour la première fois, justement pour éviter d'arriver dans ces dossiers de surendettement? Alors, elles peuvent calculer déjà leurs 35% toutes seules sans arriver à la banque. Hein. Bon, déjà, et puis avoir un budget. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut acquérir une maison, ben on freine, on serre le budget ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, ne pas gaspiller pour rien. Parce qu'on se rend compte que les personnes qui peuvent se payer une maison, ben, préférer aller dans un loyer intermédiaire d'OPH ou quoi, alors qu'elles pourraient être propriétaires de leurs biens. Voilà, ce sont des exemples comme ça, mais il faut en discuter parce que chaque situation est différente. Et après, j'aurais quand même voulu dire que souvent, quand on ne fait pas les choses aussi à temps, le temps, il y a une temporalité. Hein, si on attend que ce soit la banque qui saisisse voilà, une liquidation judiciaire et on passe par un jugement, nous on trouve dommage. Parce que la banque, si on lui doit 15 millions et qu'on doit vendre une maison à 25 millions, elle va dire, ben moi, j'ai juste besoin de 15 millions. Donc, pour moi, la vente, c'est 15 millions. Alors que la maison, elle vaut 25 millions. Alors, nous, en commission de surendettement, on préfère donner un moratoire de 24 mois et demander à la personne, essaye de vendre de ton côté mieux que ce que la banque te réclame. Voilà. En fin de compte, c'est aussi un peu de prévention et aussi des formes de conseils comme ça. Voilà. Alors, on parle de crédit et de surendettement dans cette émission, mais Jamila, on se rapproche bientôt sur la fin d'année scolaire. Est-ce qu'on peut parler des pré-étudiants aussi pour pouvoir aider nos jeunes qui aimeraient, pourquoi pas, aller étudier à l'étranger? Oui, tout à fait. Les banques du territoire proposent cette offre. Donc, un prêt étudiant, c'est un prêt à destination d'un étudiant normalement majeur, mais on peut le prêt, il est pour une personne majeure. Donc, si on est étudiant mineur, on n'a pas encore 18 ans lorsqu'on part hors du territoire, on va passer par une étape préliminaire avec peut-être un prêt auprès des parents. Le prêt étudiant, donc c'est un majeur qui va contracter un prêt pour payer ses études
son logement, les frais afférents à son installation, que ce soit hors du territoire, mais même sur le territoire. On peut faire des prêts étudiants sur des étudiants, par exemple, je ne sais pas moi, des îles qui doivent payer pour s'installer et avoir un loyer à Tahiti. Le prêt, donc, il est véritablement affecté parce qu'on a besoin d'avoir la certitude que le client est toujours étudiant, donc on va lui demander régulièrement tous les ans son certificat de scolarité. Il est calculé en fonction de ses besoins, donc de toutes les charges, les dépenses sur l'année. On peut même parfois y inclure le besoin de locomotion, déplacer. une voiture, par exemple, dedans. Est-ce que les notes sont incluses dans le prêt? Par exemple, si je fais un prêt pour pouvoir aller à l'étranger, pour Oui. pouvoir faire mes études, mais que j'ai des mauvaises notes, est-ce que ça rentre dans le prêt? Alors non, on ne va pas demander les notes, mais par contre, comme on demande chaque année le certificat de scolarité, il faut un certain engagement de l'étudiant à poursuivre ses études et à les réussir. Ensuite, sur le calcul du remboursement du prêt, pendant la phase des études, généralement, l'étudiant ne rembourse rien. On laisse usuellement une durée de 1 an, voire 2 ans supplémentaires où il ne va rien rembourser. Il va commencer à rembourser 2 ans après la fin de ses études. Comme ça permet à l'étudiant de finir ses études, de trouver un travail et ensuite de pouvoir rembourser. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission complète, tellement le sujet est vaste. Sur les prêts étudiants, il faut savoir également que les banques, par contre, sur ce type de prêt, demandent souvent la caution des parents. C'est-à-dire que si l'étudiant ne finit pas ses études ou n'arrive pas à rembourser parce qu'il n'aura pas trouvé d'emploi, les parents se portent caution et vont s'engager à rembourser le prêt. Eh ben, on vous réinvitera, je pense, pour une prochaine émission sur les prêts étudiants. Merci. Mais je à toutes pense et à qu'il tous. doit y avoir une limite Oui. d'âge, peut-être à 28 ans, non? Je Non. crois que c'est, oui, 28 ans ou 30 ans. Eh ben, on peut en parler encore longtemps. C'est pour on en préparer reparlera. des questions. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous Merci. d'avoir répondu à mes Bonne journée. questions. Merci. On rappelle juste les différents sites disponibles pour le sujet des crédits et de surendettement. Il y a le site de l'IEOM tout d'abord, www.ieom.fr. Il y a aussi le site de la Direction des solidarités de la famille et de l'égalité, service-public.pf/dsfe/surendettement. Et enfin, le CIDFF qui était présent, cidff@mail.pf ou le 40 450 120. Merci encore d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir donné l'idée d'une autre émission. C'est déjà la fin de notre émission d'ailleurs. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec tout de suite votre VA, votre journal en tahitien. Marurui Totato Farerira, Trahuma Parheana.